Spéciale présidentielle ivoirienne sur Reflet TV. À un peu plus de 2 semaines de la présidentielle ivoirienne, nous consacrons cette émission à un enjeu essentiel. La jeunesse ivoirienne, elle représente plus de 70% de la population, mais reste confrontée à des fléaux, notamment le chômage, à la précarité, au désenchantement. Quelle politique des candidats pour les 5 prochaines années en faveur de la jeunesse? Nous tenons à rappeler qu'au cours de cette émission, nous aurons des consultants qui poseront des analyses, qui poseront des questions à notre invité du jour, Mohamed Traoré. Il est vice-président en charge du développement durable et de l'innovation technologique et membre de l'équipe nationale de campagne de Dr Simone Ehivie Gbagbo, candidate du MGC. Bonsoir à vous, docteur. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je corrigerai, je suis ingénieur et pas docteur. Bien, ingénieur également. Alors, nous tenons à préciser que nous avons envoyé, comme toujours, des invitations aux 5 candidats à défaut de se faire représenter à cette émission. Seule la candidate Simone Ehivie Gbagbo a bien voulu se faire représenter à cette émission. Et puis, 3 autres visages. Ekissi Jacob, bonsoir à vous. Bonsoir. Juriste, analyste politique. Et puis à vos côtés, Michel Beta, journaliste DG du quotidien Le Bélier, par ailleurs écrivain, auteur de l'œuvre Le Crépuscule de l'État. Bonsoir à vous. L'État employeur, précisément. Bien. Merci bien, merci pour l'invitation. Bien, merci. Et puis à ma droite, docteur Xavier Kouadio, enseignant-chercheur et analyste politique. Bonsoir, docteur. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour. Alors tout de suite, première question pour vous. Quelle est la place de la jeunesse aujourd'hui dans le programme de société de Dr Simone Ehivie Gbagbo? D'accord. Alors, Dr Simone Ehivie Gbagbo et son équipe ont réfléchi à un projet de société révolutionnaire, décomplexé, basé sur le développement durable pour la Côte d'Ivoire. Et dans ce projet de société, la place de la jeunesse est transversale à travers les différents engagements que nous avons pris. Nous voulons moderniser l'administration. Nous voulons bâtir une économie prospère. Nous voulons bâtir une industrialisation de la chaîne de valeur. Donc, on veut industrialiser toute la chaîne de valeur des produits locaux, vivriers, et même incluant les produits de rente, mais principalement des produits locaux. On veut valoriser les arts et la culture. On veut se servir d'eux comme un creuset de réconciliation et de propulsion de notre économie, parce qu'on peut relier les deux. Nous voulons révolutionner le mode d'éducation, de formation, en Côte d'Ivoire ici, et de recherche scientifique pour faire de la recherche orientée. Et puis, nous voulons restaurer l'environnement. Donc, c'est ces 7 engagements-là. À travers ces 7 engagements-là, je vais vous montrer ce qu'on a prévu pour la jeunesse dans chacun d'entre eux. Bien. Mais l'idée principale pour les questions de chômage, c'est de réduire fortement le chômage des jeunes dans les 5 premières années de 20 à 30%. Bien. Bien avant les questions des autres sur le plateau, j'ai une deuxième question. Comment la candidate Simone Gbagbo définit-elle les priorités politiques, de la politique jeunesse, pardon? Alors, notre priorité pour le pays, et on la ramène à la jeunesse, parce que pour nous, on ne veut pas infantiliser les jeunes. Jeunes, c'est relatif. Mais nous voulons, à la base, travailler sur les valeurs. Ça paraît récréatif quand on parle de valeurs, mais pour nous, c'est central. Il faut restaurer les valeurs. Donc, on veut travailler sur l'éducation des jeunes. Ça, c'est la priorité. Et dans cette éducation, on va les ramener vers les valeurs. La deuxième chose qu'on veut travailler, c'est l'employabilité. Donc, s'assurer que ce qu'ils font, ce qu'ils étudient est en adéquation avec ce qu'ils vont faire sur le marché du travail. Et puis la troisième chose, c'est de les autonomiser. On veut que les jeunes deviennent des entrepreneurs. On parle d'entreprises dans ce pays, des champions nationaux, on parle de révolutionner les choses. Et bien nous, on veut que les jeunes soient les fers de lance de cette activité-là. Donc on peut donner transversalement, là, voilà ce qu'on veut faire avec la jeunesse. Bien. Tous les pans sur lesquels nous voulons apporter de la révolution, nous voulons apporter de l'audace dans l'économie nationale, ces pans seront des pans où les jeunes seront utilisés comme fer de lance. Et on va le démontrer aujourd'hui. Bien. Michel Beta. Oui, bon, je ne sais pas un peu comment vous situez la jeunesse, parce qu'on a vu un peu en Côte d'Ivoire, pendant longtemps, la Côte d'Ivoire a connu une crise de plus de 10 ans. Et au sorti de là, on en arrive à classer maintenant les populations et la jeunesse se retrouve encore de 0 à 35 ans, avec un pic au niveau des concours où on dit, écoute, il faut être dans cette tranche d'âge au maximum de 35 ans pour avoir accès à certaines fonctions, pour avoir accès à certains concours. Alors que nous avons traversé 10 ans de crise pendant lesquels les jeunes ont été, je dis, marginalisés, parce que ce n'est pas une crise, ce n'est pas un moment
de bal. Ce n'est pas un bal, on ne sort pas d'une crise comme on sort d'un bal de fin d'année. Mais je veux dire que quand on a fini tout cela, comment on classe maintenant la jeunesse au niveau social? C'est-à-dire la jeunesse, c'est qui pour vous quand Simone Gbagbo est... C'est pour ça que dans mon introduction, j'ai dit qu'on ne veut pas infantiliser la jeunesse. Parce que pour nous, la jeunesse, c'est assez flexible. Disons que, officiellement, la jeunesse, c'est jusqu'à 35 ans. Mais nous, pour répondre précisément à cette catégorie de jeunes, vous voulez dire que pendant la crise, par exemple, il y a des jeunes qui n'ont pas eu l'éducation qu'il fallait, et ils vont se retrouver, par exemple, à 40 ans, 45 ans, à rechercher à faire des concours, et puis ils sont exclus des concours. Donc, en gros, là, c'est un effet domino. Dans un premier temps, ils sont précarisés par rapport à la guerre, et ensuite, ils ne peuvent pas travailler. Mais à ceux-là, nous répondons par la formation professionnelle. C'est pour ça que nous, en fait, on revisite le disque. Ce n'est pas juste faire des mesurettes pour s'adapter. Ce qu'on dit. Je vais aller rapidement à ça parce que ça va planter le décor. Nous basons notre projet de société sur la transformation des produits locaux. Ça, c'est la première chose. Cette petite phrase-là inclut de l'industrialisation, de la formation, de la fourniture, du transport. Ça inclut beaucoup de choses. Et dans cette chaîne de valeurs-là, vous allez pouvoir placer des jeunes parce qu'il y a des métiers qui ne sont pas à forte valeur d'éducation. C'est-à-dire qu'on n'est pas obligé d'être doctorant, on n'est pas obligé d'être maîtrisable ou accéder, créer des entreprises ou rentrer dans ces métiers-là. Et bien ça, on va pouvoir professionnaliser ces jeunes-là, ou plutôt, moi je les appelle des Daniel, parce que dans notre parti, quand vous êtes au-delà des 35 ans, jusqu'à 40, 50 ans, vous êtes un Daniel, vous êtes un jeune sortant, on va dire. Bon, cette catégorie-là va pouvoir se professionnaliser et intégrer le tissu économique. Donc voilà comment on répondrait à cette question-là. Bien. Jacob Ekissi. Alors moi, je voudrais rebondir sur les solutions agricoles, puisque vous avez parlé vous avez fait un lien entre la jeunesse et l'agriculture. Alors, dans le projet, vous avez parlé du crédit agricole. Comment va fonctionner le crédit agricole dans un contexte de promotion de la jeunesse où les banques ne font pas de crédit? Est-ce que c'est l'État qui va financer avec des deniers publics? Est-ce que vous pouvez nous expliquer plus ou moins? D'accord. Donc, au niveau de l'agriculture, c'est un projet révolutionnaire qu'on propose. C'est pour ça que tout ce qui est révolutionnaire paraît un peu abstrait au départ. Ce qu'on veut dire, c'est qu'on veut atteindre, parce que ça part d'une vision. Hein. Tout part d'une vision et après on la décline. Je vous donne la vision et puis après je réponds à votre question pour que vous voyez un peu où je vais aller. La vision, c'est qu'on veut investir 10% de nos ressources dans l'agriculture. Ce 10%-là n'est pas un chiffre imaginaire entre quelques ingénieurs qui se sont assis ou quelques docteurs au MGC. Non. Ça vient de Maputo. Il y a eu un traité qui a été signé à Maputo entre les pays africains où chacun s'est engagé à investir 10% de ses ressources dans l'agriculture pendant, je crois que c'est 5 ans. C'est 5 ou 10 ans, je ne sais plus exactement les chiffres. Ah ben nous, c'est ce qu'on veut faire. Ils ne l'ont pas fait pour rien. C'est parce qu'ils savent que ça nous permet d'aller chercher la sécurité alimentaire, ça c'est un. Donc nous, on parle de ça. Et une fois qu'on a dit qu'on a 10% du budget qui est consacré à ça, vous comprenez maintenant que je vais répondre à votre question en disant, ça va nous permettre de financer, de faire des prêts pour installer des jeunes dans certains métiers. Mais vous allez me dire, ces prêts, avec ce qu'on sait en Côte d'Ivoire, il y a un peu de corruption, les fonds vont se dilapider. Et bien nous, on répond en disant, notre projet de société s'appuie sur des bases. On a dit les valeurs, mais ça vient avec une lutte acharnée. Je répète bien, parce que je veux qu'on comprenne que le MGC, c'est un parti de valeurs. Une lutte acharnée contre la corruption. On va mettre de la discipline dans ce pays. Et quand c'est discipliné et qu'il y a de la rigueur, c'est beaucoup plus facile de gérer les deniers, même publics. Il y a des pays comme Singapour qui sont développés avec beaucoup d'investissements privés, mais surtout publics. Mais à cause de la rigueur, ça fait qu'on a pu avoir de très bons résultats. Donc voilà un peu, nous comptons financer, insuffler aussi un écosystème qui permet aux entreprises publiques et privées de s'investir, mais l'État va propulser. Là où le privé ne pourra pas aller, l'État va lancer le mouvement. Si on décide par exemple de dire qu'on va mettre des lignes de transport entre, je ne sais pas moi, Boisflé et Yamsoukro, dédiées à sortir des produits locaux, je donne un signe abstrait, hein. Il n'y a aucune entreprise privée qui est intéressée par ça, l'État va lancer quelques camions d'abord, et ensuite vous allez voir que le privé va suivre. Donc, si le privé ne fait pas, l'État fera. Ce sera le retour de l'État dans l'économie. Bien. Le retour de l'État dans l'économie, mais comment s'assurer que les jeunes auront une grande part dans ce que vous voulez mettre en place? Par quel mécanisme les jeunes pourront bien participer? Ok. Si les jeunes, comme vous parlez par exemple de faire sortir des produits agricoles, ce n'est pas des vieux qui ont fait sortir des produits agricoles. Il y a des vieux qui le font. Oui, mais en majorité, ça va permettre à des jeunes d'aller se lancer dans ce domaine-là. Quand vous parlez de faire de l'agriculture, où ils vont pouvoir faire de l'agriculture
à une grande échelle, ben, les jeunes vont pouvoir lancer des fermes, des grandes fermes nationales. Ce n'est pas des anciens qu'on va mettre là-dedans. Je vous vois un peu flouter là-dessus, là, mais quand on dit qu'on va faire de l'agriculture pour résoudre la question de l'alimentation en Côte d'Ivoire, ce n'est pas de rester dans ce qu'on est en train de faire actuellement. Là. On va se lancer dans des vastes projets révolutionnaires. Si on dit qu'on veut atteindre l'autosuffisance en riz, nous, on ne vise pas l'autosuffisance en riz, on importe 60% de notre riz. On veut baisser ça à 40%. Mais ces 20% là représentent des grandes plantations. Et bien, c'est les jeunes qui vont se mettre là-dedans. On va mécaniser, c'est les jeunes qui vont pouvoir travailler avec ces machines-là. Donc, c'est des exemples comme ça. Quand on crée une industrie, et qu'on dit qu'on va aller sur la transformation des produits, ben, c'est les jeunes qu'on envoie en formation dans des lycées professionnels et potentiellement des collèges professionnels, qui est une innovation du MGC. On veut pouvoir professionnaliser la formation des jeunes dès la 6e, ce qui ne se fait pas encore en Côte d'Ivoire ou en Afrique. Il y a quelques pays dans le monde qui ont fait ces exemples-là et puis ça a fonctionné. On veut envoyer ça ici en Côte d'Ivoire. Et ben, c'est des jeunes qui vont après prendre le relais. Donc, voilà. Docteur Kouadio, votre diagnostic après avoir écouté les différents intervenants. Merci Sidek. Je veux juste revenir sur les chiffres du recensement général de la population de l'habitat avant d'abondir. Alors, en Côte d'Ivoire, nous sommes 29 389 150 habitants. Ce sont les chiffres. Et sur cette population-là, on a plus de 3 quarts qui ont moins de 35 ans, ce qui représente 75,6%. Et la population appelée jeune, c'est-à-dire la fourchette 16-35 ans, constitue 10 817 025 habitants. Alors, ça vous dit que le sujet qui est à l'ordre du jour est d'importance. Et c'est aussi comprendre pourquoi le MGC, je crois, a réservé deux de ses engagements à la jeunesse. Je crois que l'engagement 2 et l'engagement 4, voilà, intitulé Cohésion et égalité sociale. Et dans cet engagement-là, ils ont dit qu'ils feront de la jeunesse le moteur du développement durable. Voilà, un moteur qui s'appuie sur une stratégie, on va dire, à 3 entrées. La socialisation des jeunes, la formation et l'insertion professionnelle des jeunes, et puis ce qu'ils ont appelé la transmission des valeurs cardinales. Eh bien, c'est à ce niveau-là que je souhaite m'appesantir, parce que c'est beaucoup revenu. M. Traoré l'a dit, les valeurs cardinales. Je crois que dans le programme, ils ont listé 14 valeurs cardinales. Voilà, j'aimerais savoir quelles sont ces valeurs, ces 14 valeurs cardinales qu'ils ont décidé d'inscrire dans le programme scolaire. Et pourquoi 14? Pourquoi pas 20, 50 valeurs? Pourquoi 14? C'est la première question. Et puis, tout à l'heure, en parlant, il a dit que la transformation était au cœur du projet du MGC. La question de la révolution agricole, il a parlé de révolutionner l'agriculture, voilà, à travers de grandes plantations. Alors, cher Siddiq, vous savez que l'agriculture se pratique sur des terrains. Ça m'amène donc à demander à M. Traoré qu'est-ce qu'il fera de la question foncière. Voilà. Comment le MGC compte gérer la question foncière, compte faciliter l'accessibilité des jeunes à la propriété foncière quand on sait les conflits que cela entraîne. C'est d'abord ce que je vous avais à... Allez-y. Merci beaucoup. Alors, pour la première réponse concernant les valeurs, quand on dit qu'on veut ramener les valeurs au centre du système de l'éducation, de la façon de vivre des Ivoiriens, c'est un esprit qu'il faut comprendre. La vision est simple. Aujourd'hui, qui en Côte d'Ivoire ne considère pas qu'il y a une crise des valeurs? Et ces valeurs-là, on peut en citer quelques-unes. La probité. On a des valeurs qui sont vraiment intrinsèques, qui sont liées à la lutte contre la corruption. On a des valeurs qui sont liées au civisme dans la vie publique. Mais vous pouvez constater au quotidien qu'on a un problème avec nos valeurs. Donc, oui, il pourrait en avoir 14, il pourrait en avoir 20. C'est ce qui est cité dans le programme. On en a cité celles auxquelles on tient le plus. Mais vous retrouvez essentiellement des valeurs qui sont liées au civisme, à la rigueur. Donc, c'est ça notre centre. C'est, comme je dis, la lutte contre la corruption, l'éducation, donc le civisme dans le pays. C'est pour ça qu'on instaure le service civique obligatoire pour les jeunes. Donc, nous allons instaurer un service civique obligatoire. On instaure le service militaire obligatoire. Alors là, ça a un lien avec le sacrifice pour la nation, avec l'implication pour la nation. Donc, vous voyez, on traduit ça par des actions concrètes. Quand on parle de l'amour de l'autre, du prochain, aujourd'hui en Côte d'Ivoire, un jeune BT ne sait pas ce que c'est peut-être la culture sénoufo,
les valeurs qui sont liées à ça. Et quand il est en face de lui, son ami Sénoufo, qui a des réactions, peut-être qu'ici, il savait dans quel creuset ce monsieur-là a été construit, bah, il comprendrait qu'il réagit comme ça parce que si. Et quand on se connaît, on est moins méfiant l'un de l'autre. C'est un peu ça l'idée. Et nous, on traduit ça par l'éducation, où on veut qu'il y ait une part du programme scolaire qui soit dédiée à la connaissance de nos cultures, particulièrement les langues, mais aussi la culture. Ça veut dire, par exemple, on pourra imposer, parce que ça c'est à discuter, nous on pose la vision. On pourra décider que si vous êtes de l'Ouest, vous ne pouvez pas apprendre une langue de l'Ouest. Vous serez obligé d'apprendre une langue, par exemple, du Nord, du Centre, vous devez choisir ailleurs. Vous pourrez choisir 4-5 langues nationales. Ça fait qu'on va pouvoir faire, par exemple, des colonies de vacances dans des régions qui ne sont pas les nôtres. Nous, on veut que les Ivoiriens brisent les chaînes de la méfiance, brisent les cloisons qu'il y a entre eux. Donc, toutes ces valeurs-là se retrouvent dans ce qu'on veut. Quand on parle des valeurs de travail, l'excellence, là, c'est relié à tout ce qu'on va faire ici en Côte d'Ivoire. On ne veut pas faire de routes qui sont des routes biodégradables. Quand on prend des gens pour travailler, on veut que ce soit quelque chose de durable. Sinon, ça coûte 2-3 fois plus cher au pays. Quand vous avez une voiture, pour un exemple, si vous avez une voiture, la consommation de la voiture est équivalente quasiment au prix de la voiture si vous prenez ça sur à peu près 200 000 km. Donc, si vous avez une route et qu'elle doit être rénovée toutes les 4 ans, parce qu'elle a été bien faite, et que finalement elle est rénovée tous les 1 an, et bien peut-être que vous payez la route 10 fois plus cher après 30 ans. Ce sont ces exemples-là qu'il faut garder. Donc, nous, on vise l'excellence. Alors, je peux donner plein d'exemples comme ça, mais on essaie de traduire chacune de nos valeurs à travers des actions dans notre projet de société. Bien. Donc, voilà un peu comment on voit ça. Allez-y, Michel Beta. La question du foncier. Mais, excusez-moi, effectivement. Sur la question du foncier, pour nous, les choses sont très claires. Pour faciliter l'accès. Oui, pour nous, les choses sont très claires. Il faut régler le problème. Il faut créer un organe, une autorité qui sera chargée de régler définitivement la question foncière. On en a déjà des autorités qui existent. C'est pour ça que je dis, en Côte d'Ivoire ici, et puis là, je fais un pouce au PDCI, au parti qui a créé la Côte d'Ivoire. Les bases existent. Est-ce que l'ADU est une solution? L'ADU peut être une solution. Vous pouvez même créer quelque chose de mieux que l'ADU. Mais ce qui manque au pouvoir en place, et c'est ce qui fait que vous avez l'impression qu'il y a plein d'outils que ça ne fonctionne pas, c'est le manque de rigueur, c'est la corruption et c'est l'indiscipline. Enfin, ce duo-là crée des gros problèmes. Le clientélisme. Vous avez un système qui est parfait, qui est très beau, qui soit d'institutions internationales. Enfin, on sort tout. Bon, l'ADI est peut-être local, mais il y en a d'autres. Mais les animateurs, je pense que le pouvoir en place est épuisé. Ils sont épuisés. Ils sont à court d'idées. Et ils sont à court d'inspiration. Nous avons du bagou. Nous avons envie de changer les choses. On est prêt à le faire maintenant. Le problème qu'on a principalement, je vous réponds, c'est un problème de rigueur, c'est un problème de corruption. C'est ça qui fait qu'on n'arrive pas à avancer. À Michel Beta, de prendre la parole, nous aussi, les médias, les problèmes que nous avons, c'est que le parti au pouvoir ne répond pas aux invitations. On aurait dû avoir un représentant sur ce plateau pour pouvoir apporter également sa position. Allez-y, Michel Beta. Oui, on a un peu brossé la question de la jeunesse, mais ce qu'on oublie, c'est que la jeunesse est un outil de stabilité, c'est un acteur de stabilité sociale. Si on veut garantir la stabilité sociale dans le pays, il faut régler les problèmes liés à la jeunesse. Et ça, les chiffres nous ont démontré quand le professeur a étalé quelques chiffres. Mais c'est pourquoi moi je suis étonné que votre rapport, votre vision de la jeunesse ne prenne pas en compte les chiffres. De sorte que vous nous donnez des données qui nous permettent de mieux apprécier. Parce que là, quand on dit on va créer de l'emploi, mais sur telle année, vous comptez, parce qu'on est à près de 8 millions de personnes qui sont en situation de recherche d'emploi. Est-ce que sur ces 5 ans qui seront donnés au MGC après le 25 octobre prochain, est-ce que vous avez des données chiffrées qui vous permettent de dire que nous allons faire ça en tel nombre d'années, de sorte que demain, on puisse mesurer ce que vous avez fait, ce qui n'a pas été fait. Je le dis pourquoi? Parce qu'en matière de données statistiques sur la question de l'emploi, il faut le dire que le parti au pouvoir a des chiffres, c'est vrai. Ces chiffres sont moins alarmants en termes de chômage, mais la réalité est tout autre. On a des emplois précaires, des emplois non durables, on a une adéquation, comme on l'a dit souvent, entre la question de la formation et la question de l'emploi. Non seulement des jeunes sont sortis diplômés, mais ils n'ont pas des emplois liés à leur diplôme. Et tout cela mis ensemble, aujourd'hui, c'est une bataille énorme qu'il faut mener pour résoudre cette question. Est-ce que le MGG a des données chiffrées pour amener les Ivoiriens à mieux cerner ce qu'ils feront? Ok, je vais vous donner 2-3 chiffres pour nous
qui sont vraiment clairs. On dit qu'on veut réduire le chômage des jeunes de 20% d'ici 2030. Est-ce que c'est précis pour vous? C'est précis, mais comment ça va se faire de façon... Non, j'étais dans le comment, voilà. Et puis là, vous m'avez dit de donner des chiffres. Donc, je passe quelques chiffres. On veut réduire la pauvreté, parce que c'est lié. Oui. Le taux de pauvreté en Côte d'Ivoire est de 35% aujourd'hui. Je rappelle qu'il y a 3 ans, le taux de pauvreté, il était autour de 35%. Il est encore de 35% aujourd'hui. Enfin, moi, je compare 2018 à 2021. Et je vais vous donner des chiffres, vous allez voir pourquoi il y a un ressenti qui est différent. Le taux de pauvreté en 2018 est autour de 37%, il passe à 35% en 2021. Mais le taux de pauvreté dans les zones urbaines passe de 24 à 22%. Par contre, le taux de pauvreté dans le monde rural reste fixe à 54%. Ça veut dire que quand on est à Abidjan, on sent peut-être pour une certaine classe moyenne qui se met en place, mais dans les régions, il n'y a rien qui a bougé en 3 ans. Donc, quand on dit qu'on va réduire le taux de pauvreté de 35% pour le ramener à 30% en 5 ans, c'est un gros effort qu'on propose. Et ça va avoir un impact direct sur le taux de chômage. Mais aussi, on a une mesure qui est très concrète et qui, elle, sort carrément de tout ce qui se fait jusqu'à présent. Nous, on dit, on a tellement parlé de rendre le monde informel, l'amener dans le formel. On dit concrètement, actuellement, en informel, on a entre 80 et 90%. Il y a plein de chiffres qui balancent. En Côte d'Ivoire, on est dans le chiffrisme tellement qu'on ne sait même plus quel chiffre utiliser. On va dire entre 80 et 90% de personnes qui sont dans le domaine informel. On veut ramener ce chiffre-là autour des 50% parce qu'on a un plan qui est de créer des zones où on va centraliser ces personnes-là qui sont dans l'informel, donc où on peut trouver par exemple dans chaque quartier. On peut commencer par des communes parce que moi je suis ingénieur d'amélioration continue, on fait du pilote et quand ça fonctionne, on généralise. On va prendre ces métiers-là qui sont en général des jeunes, on va les regrouper dans chaque commune, dans des centres où on va formaliser les activités, on va les accompagner au niveau comptable, au niveau fiscal et tout ça, avec des comptables, et on va les permettre de faire les activités de façon professionnelle. Mais comment on va les encourager à venir vers ces centres-là? C'est en leur donnant des incitatifs au niveau de la couverture maladie, des incitatifs au niveau du crédit. On parlait tantôt de crédit, comment on va financer, ceux-là pourront avoir des crédits dédiés. On va les encourager au niveau de l'assurance. Attention à l'assurance. On a beaucoup d'activités qui ne sont pas assurées ici en Côte d'Ivoire. Ces gens-là, tu peux vendre ton petit commerce et puis d'un coup, ça prend feu. En général, les gens ne sont pas assurés. Vous voyez des phénomènes qui se passent dans les marchés. Donc, on va leur apporter de la sécurité à ce niveau-là. Et ça, ce sont des incitatifs. On pourra en ajouter d'autres. Mais nous, on pose toujours, encore une fois, la vision. On va les donner, on va les regrouper comme ça. Et ça va permettre de formaliser. Mais ceux-là vont générer de la fiscalité. Parce qu'on va pouvoir prélever, au lieu de prélever, aujourd'hui, qu'on appelle ça, on est à 18% de TVA. Bon, on pourrait avoir une TVA, on peut légiférer dédiée à ceux-là qui est de 5%. Vous ne prélevez rien s'il y a une population. Qu'est-ce que ça vous coûte de faire un petit prélèvement pour les aider à rentrer dans le tissu économique? Et à partir de ce moment-là, vous augmentez l'assiette fiscale. Mais la TVA a disparu un peu au niveau de certaines petites entreprises. La TVA a disparu. Aujourd'hui, on n'est plus au niveau des TVA. C'est près de 50 millions, plus de 50 millions qui payent la TVA. Sinon, les autres, eux, ils sont à un taux d'imposition de N plus 1. On dit, mais est-ce que la vendeuse d'arachide qui se lève le matin pour aller vendre son arachide au coin de la rue, elle est imposée? Non, elle est, bon, on peut dire au niveau des mairies, on lui prend une taxe, mais elle n'est pas imposée. Au niveau des mairies, on lui prend une taxe, mais elle n'est pas imposée. Donc ça ne rentre pas dans les caisses de l'État directement, ça passe par les mairies. Voilà, mais ce que je veux dire ici, c'est qu'on va formaliser ça encore plus. Parce que je pense que c'est un plaisir pour un citoyen de contribuer à la manne nationale quand il est dans de bonnes conditions. Qu'est-ce que ça me coûte quand je gagne 100 000 francs de donner 1 000 francs à l'État de Côte d'Ivoire? Mais c'est parce qu'on ne m'aide pas à formaliser ma structure, on ne m'aide pas à avoir accès au crédit, à me développer, à être reconnu. Vous avez, moi, je vis au Canada et en Côte d'Ivoire, donc je vois un peu les deux sens. Là-bas, un métier comme boulanger, c'est des gens qui gagnent beaucoup d'argent. Même au niveau du transport, au niveau du transport, mais bien sûr, voilà, je pense qu'il y a des impôts à prendre là-bas au niveau des chauffeurs. Vous m'ouvrez la porte et je rentre sur moi, un de mes grands chevals de bataille, qui est un cheval de bataille du MJC, ce sont les BACA. Alors, au niveau des BACA, où exercent beaucoup de jeunes. Où exercent beaucoup de jeunes et où dépensent beaucoup de jeunes aussi. Imaginez
Enfin, on ferme les yeux parce que c'est comme ça qu'on fait une vision. Hein. Et puis on s'imagine, en 2030, les MGC a été au pouvoir, on a remplacé les lignes de Baka par des mêmes lignes parce que les lignes sont très bonnes au passage. Les lignes qui empruntent le Baka sont très utiles pour les Ivoiriens. Remplacer en faisant quoi? En mettant ces personnes au chômage? Donnez-moi une seconde, vous allez voir. Vous voyez, vous m'emboîtez le pas, mais je vais vous répondre. Alors, on a ouvert les yeux, et puis là on voit des gens qui étaient dans les Baka avant, qui sont mis en coopérative. L'État de Côte d'Ivoire leur a donné un cahier des charges qui dit on ne se balance plus sur les portes. Parce que ça, au passage, c'est pire que de ne pas mettre une ceinture de sécurité. Qui dit que vous devez vous arrêter à ces 10 points en allant d'Adjamé à Benjeville et nul autre point. Et qui dit que vous ne pouvez pas prendre 500 francs à partir d'après barrage en descendant des gens pour continuer plus loin. Vous ne pouvez pas vous dépasser. Vous êtes en coopérative. Donc, en gros, on peut faire un projet pilote où on dédie... Mais le projet pilote a déjà démarré avec l'Abidjanais. Oui. L'Abidjanais, il est où? C'est quoi le projet pilote? Si vous pouvez me l'expliquer en 2 secondes. L'Abidjanais, oui. C'est des minibus à Bobo Adjamé Yopougon qui transportent des populations d'un point A à un point B à des coûts fixés. À des coûts fixés, l'Abidjanais? Oui. Mais ça, j'appelle ça une mesurette. Vous savez la différence entre ce que nous voulons faire et ce que le pouvoir actuel fait? C'est qu'ils vont à petit trot. Je ne sais pas si c'est la peur des Nyambro ou des chauffeurs de Baka ou de quoi. Bien avant. Nous, on parle de révolution. On parle de changement radical. Bien. Mais il y a la question des syndicalistes, les révolution radicale. Oui. Allez-y, docteur. Allez-y. Une jeunesse... La jeunesse est la partie la plus active de la population. Oui. Et quand on a une jeunesse violente, c'est source de déstabilisation. Bien sûr. Alors, pour emboîter... pour emboucher votre trompette, vous avez abordé la question des Nyamboro. Oui. Voilà, elle est majoritairement constituée de jeunes valides. Alors, qu'est-ce que le MGC compte faire pour endiguer ce fléau-là qui fait perdre beaucoup au transport ivoirien? Qu'est-ce que le MGC prévoit pour... Vous avez vu, si vous avez bien écouté ma réponse tout à l'heure, j'ai dit qu'il y aura un cahier des charges. Le cahier des charges, c'est dit par exemple. L'État de Côte d'Ivoire vous dit, si vous voulez faire du transport entre Adjamé et Benjaville, ou Adjamé Yopougon, changeons un peu, mettez-vous en coopérative, amenez-nous ce groupe-là, qui est une entreprise avec laquelle on fait affaire, on va donner un cahier des charges. Mais ce sont les mêmes éléments qui ont participé au transport du Baka aujourd'hui, sont les chauffeurs. Ils vont juste aller à la Soutra, se reformer, avoir un certificat qui dit qu'en plus d'avoir les permis de conduire, ils ont les aptitudes pour faire du transport en commun. Alors, qu'est-ce que vous répondez quand on vous dit que... Et le syndicalisme va disparaître, parce qu'à partir de ce moment où c'est la même ligne, là, c'est pour ça que je dis, écoutez bien ma réponse. C'est une ligne sur laquelle il n'y a pas de concurrence. C'est des gens qui se mettent en groupe. La concurrence, c'est pour avoir le marché. Une fois que vous êtes mis en groupe, vous avez le marché, vous nous mettez 20 cas, on veut qu'il y ait un cas à peu près toutes les 15 minutes, on veut que ce cas-là ait 18 places, on veut que ce cas-là ait ses pièces au complet, on ne veut pas avoir des balanceurs sur ce cas-là. On veut que les paiements se fassent de façon numérique et on va travailler une solution numérique avec vous, avec des opérateurs qui sont là. C'est quelque chose de révolutionnaire. Écoutez bien ce que je suis en train de dire. Ce n'est pas ce qui se fait actuellement. Vous dites qu'il y a un projet pilote. L'Abidjanais, il est noyé parmi les autres Baka. Il est noyé. Moi, j'ai pris l'Abidjanais. On voit de longues files d'attente parfois. Mais justement, on va éviter ces longues files d'attente. C'est Baka habituel. Oui, attendre l'Abidjanais. En gros, ce qu'on est en train de vous dire, c'est qu'on va généraliser l'Abidjanais, si vous voulez. Bien. Jacob est ici. Alors, vous avez parlé tout à l'heure du taux de pauvreté et vous avez indiqué qu'à Abidjan, relativement, le taux de pauvreté a baissé. Urbain. Donc, en zone urbaine, le taux de pauvreté a baissé. Déjà, vous avez interprété en disant que ça a baissé parce qu'il y a une classe moyenne qui est en train de monter. Ce n'est pas totalement faux, mais il y a une collectivité qu'on ne maîtrise pas en économie, et surtout en Côte d'Ivoire. On a la première collectivité, ceux qui ne produisent pas, mais qui sont riches, notamment les hommes politiques, qui ne produisent pas, mais qui sont riches. La deuxième catégorie, ceux qui consomment, qui vendent la drogue et qui ne sont pas maîtrisés par l'économie réelle. La troisième collectivité, c'est la prostitution. Et certainement, on aura le temps de revenir là-dessus, la prostitution. Donc, on a cette collectivité ou ce groupe de personnes-là qui gonflent le chiffre et qui permettent de baisser le niveau de pauvreté. Alors que dans la réalité, ça n'a pas véritablement bougé. Ça n'a pas véritablement bougé. Et moi, je voudrais revenir sur le fonds, ou si vous voulez, les fonds que vous voulez allouer à l'investissement au niveau de l'agriculture. Vous investissez dans le domaine de l'agriculture, vous avez parlé de formation, vous avez parlé d'investissement, projet.
Mais vous récupérez ça comment? Quand je dis vous récupérez ça comment? Évidemment, l'État n'est pas un acteur qui recherche du profit, mais il y a quand même de la prévoyance. Je vais vous donner un exemple très simple. Quand vous prenez le binôme café-cacao, surtout le cacao, on a connu la caisse de stabilisation qui permet donc en cas de bénéfice de pouvoir maintenir un certain montant afin de pouvoir rebondir si toutefois il y a un souci. Vous investissez dans le domaine de l'agriculture avec des fonds publics. Vous dites que vous créez de la richesse. Et lorsque le domaine agricole aura des difficultés, vous trouvez les fonds où pour régler la question? Parce que la Côte d'Ivoire a connu une période dorée. Mais cette période dorée a été étouffée par la crise. Si cette situation-là revient, quand vous êtes au pouvoir, vous réagissez comment? Parce que vous n'avez pas parlé de fonds d'amortissement. On a parlé de fonds. Dans notre projet, vous avez un fonds qui est géré par la filière. Vous avez parlé de fonds d'investissement, mais pas de fonds d'amortissement en cas de crise. Je vais vous répondre là-dessus. Quand vous dites en cas de crise, précisez votre pensée. Crise à l'extérieur, je vais vous donner un exemple très simple. Quelle crise? Donnez-moi un exemple. Vous avez une politique incitative, parce qu'investir dans le domaine de l'agriculture, c'est une politique incitative. Et il y a plusieurs jeunes qui se font former et qui viennent. Vous allez investir chez tout le monde. Vous allez investir sur tout le monde. Si par exemple aujourd'hui vous avez 1000 jeunes, vous arrivez à maîtriser. Vous avez 10 000 jeunes, ça devient beaucoup plus compliqué. Il y a une crise qui est latente, mais qui va venir. À un moment donné, vous vous retrouvez bourré de jeunes qui s'intéressent à l'agriculture. Et là, vous n'avez plus les fonds. Parce que vous n'avez pas prévu l'amortissement. Vous faites comment? Là, vous avez précisé votre pensée, donc je peux vous répondre. Quand on parle d'investissement dans l'agriculture, ce n'est pas aller dire on te donne 200 000 francs, on va créer une plantation. Nous, ce qu'on veut, on veut faire de la transformation. J'ai précisé ici que notre politique, c'est transformer les produits agricoles. Ce n'est pas produire les produits agricoles. On veut transformer. Donc, on va financer des usines. Cette usine, ce qui va produire de la richesse, on va prélever des taxes. Ces usines-là ont un prêt. On va pouvoir se rattraper sur ce prêt-là. Ce sont des usines publiques? Donc, ce sont des usines privées. C'est l'État qui finance l'installation de coopératives, de groupes. D'accord? Donc, ceux-là vont pouvoir rembourser les prêts. Maintenant, si vous me dites qu'ils sont en train de faire une usine, puis cette usine tombe, à ce moment-là, l'État fait quoi? Eh bien, c'est ça le risque. À un moment donné, il faut prendre des guests, excusez-moi pour l'anglicisme, mais à un moment donné, il faut prendre des risques pour faire décoller la population. C'est un choix politique. De dire, on va mettre de l'argent pour développer des usines, pour transformer nos produits. Puis au passage, on va prioriser le privé. Je répète encore, c'est là où le privé ne pourra pas aller avec les incitatifs qu'on va mettre en place. C'est à ce moment-là que l'État va pousser. Mais je peux vous dire actuellement qu'est-ce qui se fait. Je pense que vous êtes au courant, il y a des agropoles. On en a 9 ici en Côte d'Ivoire. Nous, on veut les monter à 24. On en a 9. Voilà. Puis ces agropoles, on veut changer les formes. Parce que c'est de la mini-transformation, ce n'est pas exactement ce qu'on veut faire. Mais ceux-là, comment ils fonctionnent actuellement? Est-ce que vous connaissez les mots de fonctionnement actuel? Allez-y. Bon, d'accord. Vous avez certainement fait les diagnostics. Oui, donc c'est un peu le même esprit. C'est-à-dire au niveau du financement. Ils vont faire des prêts pour que les gens, il y en a donc qui sont faits, mais c'est surtout des prêts. Et ils vont construire, ou pousser les fonds de l'État, des zones où les gens vont pouvoir venir se greffer pour créer des usines et tout ça. C'est la même chose qu'on veut faire, sauf qu'on veut accentuer la transformation plutôt que la production, et puis la transformation jusqu'au produit final. Attention aux leurres de la première transformation. On n'a pas dit qu'on veut faire du beurre de cacao pour l'exporter. On veut faire des tablettes de cacao pour les vendre. Et trouver des champions nationaux qui sont obligés de faire du cacao au même titre que les... Je ne vais pas donner des noms de marques occidentales, mais on veut aller jusqu'au produit final. C'est ça l'idée qui est derrière. Moi, je travaille dans la filière. Je suis un entrepreneur. Donc, je sais un peu ce qui se passe dans le cacao. La transformation qui se fait en Côte d'Ivoire ici, à 80%, c'est une première transformation pour exporter, pour que même la société qui transforme perde moins d'argent au lieu d'envoyer une bonne partie des déchets à l'extérieur. C'est ça l'idée. Mais nous, ce n'est pas ça. C'est une transformation jusqu'au produit final qu'on vise. Et puis, on ne le fera pas d'un seul coup. C'est progressif. Et vous avez parlé de fiscalité industrielle incitative. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Parce que généralement, en Côte d'Ivoire ici, quand on parle de politique incitative, généralement, on fait la part belle aux investissements étrangers. Vous parlez des champions nationaux. Et c'est la plus grande difficulté qu'on a ici avec le RHDP. C'est qu'aujourd'hui, il y a des fonds qui existent depuis des années. Mais quand on demande de nous produire ou de nous montrer des champions nationaux, on ne trouve pas. Vous, si vous êtes au pouvoir, les politiques incitatives, c'est donc quoi? Vous savez pourquoi les fonds qui sont alloués à développer certaines entreprises sont orientés? C'est parce que ce n'est pas nous qui finançons en général. On va recevoir un financement du PNUD, on va recevoir un financement
de l'Agence française de développement, c'est orienté. Nous, on parle de souveraineté sur certains secteurs. Dans le secteur alimentaire, ça veut dire, quand on parle de souveraineté, l'État prend ces choses, prend en charge ses affaires. Si c'est moi qui me finance, je peux décider où j'envoie mes billes. Mais quand quelqu'un vient me faire des prêts pour que je réalise mes choses, il te dit, je te fais un prêt, mais il faut que tu ouvres ton marché. Il faut que tout le monde puisse aller sur ce marché-là. Et quand vous avez des entreprises internationales qui arrivent, qui sont soutenues par les États, qui ont de forts capitaux, on n'arrive pas à lutter contre eux. Notre réponse est très simple. J'ai dit, nous faisons de la souveraineté sur le domaine alimentaire et sur l'éducation. Donc c'est l'État qui va attribuer des prêts aux entreprises ivoiriennes. Bien. Et quelle part des jeunes dans ces entreprises, parce que parmi les entreprises, il y a des personnes du troisième âge, il y a des jeunes. Et comment vous allez vous rassurer que les jeunes auront vraiment une part importante dans ces L'idée, ce n'est pas que d'avoir des jeunes entrepreneurs, mais l'idée, c'est surtout d'avoir des jeunes qui travaillent dans les entreprises. Pourquoi pas des jeunes entrepreneurs? Oui, non, mais je vais dire pas que des jeunes entrepreneurs. Parce que vous me demandez comment... D'abord, pour les entreprises, on priorise, c'est du contenu national. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais il y a du local content dans le pétrolier en Côte d'Ivoire, fait du contenu local, qui dit que tu dois prendre des entreprises ivoiriennes. Et s'il n'y en a pas dans le domaine, c'est à ce moment-là que tu peux aller les chercher à l'étranger. Parce que notre question, c'est de savoir les entreprises ivoiriennes détenues par des jeunes, quelle sera leur part dans tout ce que vous voulez mettre en place? Les entreprises détenues par les jeunes auront une aide. Mais si vous m'envoyez une grosse entreprise ivoirienne qui veut se lancer dans ce secteur, cette entreprise va s'autofinancer. Au suprême Diakité, qui ont construit une usine à Divo, qui sont un exemple dans le domaine. Oui. Qu'est-ce que vous prévoyez, par exemple, pour eux? Vous voyez, ils ont généré assez de... Les frères, ils sont les Diakités, c'est ça? Oui, les Diakités. Il y en a combien comme ça? Combien il en faut comme ça? Encore une fois, je répète, vous êtes dans la mesurette. Parce que vous n'avez pas, vous ne pouvez pas me citer 10 exemples. Il y en a plusieurs. Il y en a plusieurs, mais si vous ramenez ça à l'échelle nationale... Dans l'élevage. D'accord. Est-ce que vous avez l'impression que ça permet... Aujourd'hui, là, il y a un ressenti des gens... Ce n'est pas suffisant. Mais c'est pour ça que nous, on dit qu'on y va créer crescendo. Et c'est pour ça qu'il m'a posé la question. Mais dans ce que vous voulez créer, on a comme l'impression qu'il n'y a pas assez de place pour la jeunesse. Ah bon? Quand on dit qu'on va insérer la jeunesse dans les différentes chaînes de valeur... C'est plus l'insertion, mais les jeunes qui détiennent des entreprises. Mais les entreprises ivoiriennes vont bénéficier d'incitatifs. Ces entreprises ivoiriennes-là, il y a des jeunes dans ces entreprises-là. Bien, mais par quel mécanisme ces entreprises détenues par les jeunes pourront avoir un certain nombre de, on va dire, de marchés. C'est le contenu local. Ou davantage, bien sûr. Je vous ai parlé de local content. Le local content, c'est une loi sur le contenu local qui existe dans le domaine pétrolier, qui, je pense, qu'il existe il n'y a pas longtemps dans le domaine minier. Oui. Nous, on va la généraliser. C'est de ça qu'on parle. Peut-être que je m'exprime mal, mais il y aura, on va créer, on va travailler au niveau par exemple, législatif pour mettre les éléments en place. Ça, c'est clair. Voilà. Nous, on n'investira pas mais quels sont ces éléments? Sans que les Ivoiriens soient impliqués. On a l'impression que vous attendez d'être au pouvoir pour nous donner ces éléments. Lesquels éléments? On ne sait pas. Mais je viens de vous dire qu'on va légiférer pour que les Ivoiriens soient privilégiés dans tous les investissements que l'État va faire dans le domaine de la transformation des produits. Les jeunes Ivoiriens, c'est ça. Les jeunes Ivoiriens, si vous voulez. Voilà. C'est ça qu'il s'agit. Parce qu'on parle de jeunes, donc les jeunes Ivoiriens. Allez-y rapidement. Voilà. Il est beaucoup revenu sur la transformation. On veut transformer notre cacao en beurre. Donc, surtout nos produits vivriers. Okay. Cacao, ça, c'est accessoire. Vous conviendrez avec moi que toute cette expertise-là va demander une formation à la base. Alors, ça m'amène à revenir sur la question de l'adéquation formation-emploi. Alors, qu'est-ce que vous comptez faire au niveau des réformes dans la formation qui puissent provoquer une sorte de, je ne dirais pas de révolution au niveau de l'emploi, qui va non seulement juguler le chômage, mais permettre aux jeunes, une fois sortis des différentes écoles, à la limite de refuser les emplois tellement le marché pourra s'offrir à eux. Qu'est-ce que vous mettez en termes de contenu pour arriver à ces résultats de transformation au niveau de l'agriculture, au niveau de l'industrie et autres? Qu'est-ce que vous mettez en termes de contenu par rapport à ce qui existe déjà, qui doit être non seulement révalorisé, restructuré pour arriver aux conclusions que vous espérez? Bien. Docteur, vous allez répondre à cette question juste non, après. Docteur, ne faites pas qu'après on me porte plainte. Je suis dans une révélation. Désolé, M. Traoré, voilà. Alors, juste après la réclame publicitaire. Voilà, de retour de la pub dans cette émission, nous parlons de la politique jeunesse de la candidate Simone Gbagbo pour les 5 prochaines
année. Monsieur Traoré, il y avait une question sur ce que vous proposez pour la question d'adéquation formation-emploi avant la pub. Ce qu'on propose pour la formation-emploi, vous allez encore dire que c'est générique, donc on a décidé d'aller plus loin. Nous, on fait du crescendo. Hein. On dit qu'il faut donner la possibilité, dès la 6e, d'aller dans le domaine technique. Voilà. Ça, je pense que ça permet à la fois, quand on a du potentiel et qu'on voit que les enfants peuvent ou ont des capacités pour aller dans un domaine, on les envoie tout de suite. Et ça permet d'avoir des adéquations rapides, d'avoir tout de suite des gens formés. Mais qu'est-ce qu'on fait de ceux qui sont déjà dans le chômage actuellement? On va leur donner des formations rapides qui permettent d'accéder à des métiers concrets. Mais quand ils vont sortir de ces formations-là, on va les formaliser automatiquement au lieu de les laisser rentrer dans l'informel. Je m'explique. En Côte d'Ivoire, ici, on a besoin de mécaniciens professionnels. On a des soucis avec nos voitures. Moi, quand je vais chez le mécanicien, j'ai le cœur serré parce que j'ai peur de ce qu'on va faire de ma voiture. Comme je n'ai pas beaucoup de moyens, je vais au mécanicien du quartier. Sinon, si j'envoyais ça chez lui qui me prend 300 000, peut-être qu'il passerait un scanner et tout ça. Bon, si on arrive à professionnaliser ce secteur-là, ça va générer beaucoup d'activités. Et même, ça va régler des problèmes de transport parce que les véhicules vont moins s'arrêter. Là, c'est un exemple. La menuiserie. Est-ce que vous savez que les métiers comme la menuiserie, la mécanique, la plomberie font des erreurs en Occident? Moi, j'ai peur d'appeler un plombier quand je suis au Canada. Ça coûte super cher, le plombier. Mais c'est parce qu'on ne reconnaît pas son métier ici. Là-bas, on a un ordre des infirmiers, on a un ordre de tout. C'est pour leur donner de la valeur et pour les professionnaliser. Moi, je suis membre de l'ordre des ingénieurs du Canada. J'ai l'obligation de 30 heures de formation sur un cycle de 2 ans. Donc, ils sont obligés de se recycler. Et bien, c'est ça que je veux et que le MGC intègre dans son projet pour dire on va donner de la formation rapide. Parce que si je vous dis qu'on va les envoyer à l'université et puis les ramener, on va perdre du temps. Mais l'idée, c'est pour les métiers qui sont liés surtout aux 80 à 90% d'informels, de former des gens, y compris ceux qui sont déjà dans leur métier, pour les formaliser à la sortie de leur formation. Donc voilà comment on peut régler à grande échelle assez rapidement le métier. Il faut que les Ivoiriens comprennent qu'on va être beaucoup plus entrepreneurs que salariés aujourd'hui. Si on veut régler définitivement cette question-là, il faut créer beaucoup d'entrepreneurs dans les petits métiers. Bien. Docteur Kouadio, un commentaire là-dessus? Oui, dans le même sens pratiquement. Je veux juste qu'il revienne sur le constat qui est qu'on a une masse, on dira, de jeunes déjà formés à travers le système actuel qu'on a là, c'est-à-dire celui qui a été hérité de la colonisation, CP jusqu'à la terminale, université, et puis après, voilà. Alors, on a un nombre important de personnes qui sont actuellement en situation de chômage. Qu'est-ce que le MGC prévoit pour ces personnes-là déjà formées, mais qui se retrouvent en grand nombre en chômage? Qu'est-ce que le MGC prévoit pour elles? Je prends l'exemple de la fameuse affaire des 3000 docteurs, des gens qui ont passé pratiquement, on dira, 25 ans de leur vie à étudier, un système hérité, nous a-t-on dit, de la colonisation, qui ont fait... Bon, je ne vais pas citer de disciplines pour ne pas faire des choses, qui sont là. Qu'est-ce que vous prévoyez pour eux? Le ministre de l'Enseignement supérieur avait préconisé qu'on les réoriente. Par exemple, ceux qui ont fait de la philosophie, qu'on les oriente dans la plomberie, pour pouvoir aller faire. On avait trouvé cela insultant et autres. Qu'est-ce que vous prévoyez pour eux, par exemple? Pour ceux qui sont là. Ce n'est pas les seuls, mais il y a assez comme ça qui sont titulaires de formation dans des disciplines, voilà, et qui sont là. Qu'est-ce que vous... Si on vous dit aujourd'hui qu'on va créer des places d'enseignants pour des gens qui ont fait de l'espagnol, on va créer 25 000 postes d'enseignants en espagnol en Côte d'Ivoire, on vous ment. Nous sommes dans le pragmatisme, nous sommes dans la réalité. Ce qu'on dit, on fait une réponse globale. On pourra revenir sur les 3 000 enseignants, mais on fait une réponse globale qui est de dire nous, on offre des formations, on veut développer rapidement des formations qui permettent aux gens d'aller capter les métiers là où on a besoin de personnel maintenant. Quelles sont ces formations-là? Je viens de vous dire. Les secteurs... Tout ce qui est dans l'informel aujourd'hui, on va le basculer dans le formel. Donc, je vous ai parlé des mécaniciens, je vous ai parlé de plombiers. Tout ce que vous utilisez, des chauffeurs, tous ces métiers-là. Maintenant, si vous me dites, j'ai un doctorat et j'ai été insulté parce qu'on m'a proposé une formation de mécanicien, je vous réponds, quand vous proposez une formation dans le numérique. On pourra vous proposer une formation dans tout ce qui est psychiatrie liée à l'enfant. Il y a plein de métiers aussi qui ont besoin d'intellect
qui sont négligés au jour d'aujourd'hui. Il y a des métiers, mais l'idée, c'est de créer encore une fois une adéquation. On fait une analyse globale, on ressort tous les besoins et on fait des formations rapides pour que les gens puissent assez rapidement obtenir de l'emploi ou créer leur entreprise. Bien. Bien avant Jacob Ekessi, Michel Betta, oui. vous qui avez écrit sur ce sujet, oui. Quelle lecture vous faites après avoir écouté le représentant du MGC oui, sur ce plateau? plateau? C'est ce que je disais tantôt quand on était hors micro. J'ai dit, le MGC, ce que je vois dans leur approche, ils ont beaucoup centré sur l'agriculture. L'agriculture, et ils pensent que l'agriculture peut être une source de création de nombreux emplois. Alors que quand on compare un peu à ce qui existe ailleurs, on sent que l'agriculture, c'est très peu d'employabilité en agriculture. Aujourd'hui, malheureusement, la Côte d'Ivoire, on dit que le succès de ce pays repose sur l'agriculture. Mais moi, je dis souvent, c'était un succès. Ce n'était pas un développement, c'était un succès. Il fallait transformer le succès en développement. Or que l'agriculture n'est pas un acteur, pas une source de développement. C'est une source, comme vous l'avez souvent dit, de lutter contre l'autosuffisance alimentaire, de lutter pour l'autosuffisance alimentaire. Donc, quand on veut parler d'employabilité, il faut aller vers les secteurs, je dis les secteurs en tension, comme on les appelle, les secteurs qui recrutent le plus. Et aujourd'hui, on voit que le secteur qui recrute le plus, c'est le digital. Et j'en parle dans mon œuvre. Je viens d'en parler. Voilà, le digital. Certains secteurs, aujourd'hui même, j'en parlais souvent avec certains responsables d'établissements, des entreprises telles que dans le domaine du pétrole demandent des acteurs ou bien des travailleurs qui n'existent même pas en Côte d'Ivoire. Donc, il y a des secteurs qu'il faut cibler. Il faut cibler pour orienter notre jeunesse vers là-bas. Je vais un peu, lorsque notre éminent professeur Salioun Touré relatait un peu les déficits en matière d'enseignants de mathématiques, mais c'est un appel qui nous lance à tous. C'est-à-dire qu'il faut qu'on nous réoriente notre réflexion vers ces matières-là qui sont les matières scientifiques. Donc, pour dire quoi? Pour dire qu'en matière d'emploi, il n'y a pas de solution miracle. Il n'y a pas de solution miracle. C'est pourquoi, dans le temps d'émission, j'ai dit que quand on regarde nos chiffres relativement au chômage, nos chiffres ne sont pas alarmants. Mais la réalité je dis la réalité est tout autre. C'est-à-dire que la précarité prend plus le dessus sur ce qui est formel, sur ce qui est bien structuré. Donc, c'est là qu'il faut regarder. Il ne faut pas laisser les gens en termes de précarité plus nombreux que ceux qui sont dans des situations plus formelles. Et là, le privé doit jouer un rôle important dans cette approche-là. Et je vais plus loin en disant comme ça dans l'œuvre que travailler, ce n'est pas un hasard. C'est-à-dire qu'il ne faudrait pas que les gens pensent qu'on travaille parce qu'on est méritant que tous les autres. Non, on travaille, c'est un droit. Et ce droit-là, l'État et la société doivent le garantir pour chaque citoyen. C'est pourquoi il faut regarder surtout dans les secteurs qui sont porteurs, les secteurs qui peuvent vraiment nous engranger le maximum d'employabilité pour ne pas laisser les gens s'enfoncer dans des secteurs qui sont encore marginaux en termes d'emploi. Donc, voilà, pour moi, quand le MGG présente son plan, je ne sais pas, je n'ai pas tout lu, mais ce que j'entends aujourd'hui, c'est un accent particulier sur l'agriculture qui, ma foi, n'est pas un secteur trop porteur en termes d'emploi. Bien, vous allez réagir avant la prochaine question ou la réaction de Jacob Ekessi. Allez-y. Donc, je me fais certainement mal comprendre ou j'appuie moins là où il faut. J'ai parlé plusieurs fois du secteur informel que je veux formaliser. Je pense que c'est là que se trouve la plus grande poche. Quand je parle d'agriculture et de transformation, attention, hein, je parle de transformation des produits. Quand je parle de ça, je parle d'aller chercher l'autosuffisance alimentaire qui est une poche pour créer des emplois. Mais M. Betta ne négligez pas la partie industrielle, la transformation des produits. Oui, mais je ne le néglige pas, mais quand je le compare à d'autres acteurs, à d'autres Parce que pays, quand vous parlez d'agriculture dans d'autres pays, voilà, c'est 5%. Vous n'incluez pas la transformation même industrielle. Quand on inclut la transformation. Mais quand vous prenez ici notre monographie, localement, là, le secteur informel, si on arrive à le formaliser, est-ce que vous êtes d'accord avec moi qu'on règle une bonne partie du chômage des jeunes? D'accord. Quand je dis qu'on fait un diagnostic et on regarde là où on a besoin d'emploi,
Et c'est à ce moment-là qu'on crée des formations rapides. Je insiste sur le mot rapide. Mais moi, quand vous parlez de diagnostic, je suis un peu surpris. J'ai dit MGG, qui vient à partir du 25, il n'a pas encore fait le diagnostic. Non, non. C'est pourquoi j'ai dit dans mon approche qu'il faut que vous nous donniez des chiffres. Parce que moi, je dis MGG a stratifié la société. Elle a vu les informels. Ils sont combien dans tel secteur, tel secteur. Parce que, en fait, c'est pas quand on vient au pouvoir, on improvise. Mais on a toutes les données et on vient seulement les appliquer. Peut-être que, bon, c'est dommage, hein, je ne vous accuse pas, hein, mais j'accuse un peu ceux qui nous dirigent sur la question des données. Elles sont rares. Exactement, on en arrive à un point. Voilà, elles sont rares et ça ne donne pas la mesure à certaines formations politiques de déjà mettre en œuvre leur politique quand ils arrivent. Ils sont obligés de chercher aussi. Ça ne donne même pas la possibilité au pouvoir lui-même d'orienter ses choix. Mais je répète, on a donné des chiffres. On a dit qu'on est à 80-90%. Actuellement d'informel. On veut descendre ça à 50%. Oui. Je l'ai dit, il y a des chiffres. Mais quand je vous ai donné les métiers, là, on en a même cité quelques-uns, on préfère être concret. On parle des tout petits métiers qu'on veut formaliser. Est-ce que ça, vous voulez que je les cite? Que je parle des mécaniciens, des vulgarisateurs, des vendeurs de garba. Tout ça, nous, on veut le formaliser. Parce que le vendeur de poulet fait plus d'argent que l'enseignant, parfois, du supérieur. Est-ce que vous le savez? Ça, c'est clair. Bon, d'accord. Donc, si nous, on formalise ça et qu'on va chercher des taxes là-dessus, on règle un problème. Surtout si on le formalise et qu'on incite les jeunes Ivoiriens à s'installer dans ces domaines, parce qu'il y a de la possibilité. Il y a beaucoup de jeunes Ivoiriens qui ne sont pas dans des domaines, il y a des domaines fermés. Moi, j'ai lu un bouquin qui s'appelle Le modèle d'Ioula, hein, écrit par un grand frère à moi, par M. Koué, Maurice Koué. Quand vous lisez le modèle d'Ioula, vous vous rendez compte que tout un pan de l'économie ivoirienne, il n'y a même pas d'Ivoiriens là-dedans. Et si on allait chercher ces poches-là, et qu'on sortait certaines multinationales de là, et qu'on sortait certaines personnes qui transfèrent tous les capitaux à l'étranger de là, est-ce qu'on ne créerait pas de la richesse? Donc, on a des chiffres. C'est juste qu'on peut arriver et puis balancer. Nous, on ne fait pas de chiffrisme. On peut répondre avec les chiffres globalement. Mais si vous voulez aller dans le détail, on vous dit actuellement, on est capable d'impacter sur tous les petits métiers. Et je voulais rapidement aller ici, quand vous avez parlé de problèmes de procès des mathématiques et autres. Quand je l'ai dit tout à l'heure qu'on peut investir dans le numérique, c'est parce que nous, on insiste beaucoup sur ce volet-là, l'innovation et le numérique. On s'est dit qu'il y a une poche de développement là. Et puis l'innovation, de toute façon, c'est ce qui crée la croissance. Si vous n'innovez pas, vous ne faites pas de croissance. Donc, on va inciter les jeunes Ivoiriens à l'innovation. Mais l'innovation peut être même dans le modèle de transformation du produit. L'innovation peut être dans le modèle de conservation du produit. L'innovation peut être dans le modèle de réparation des véhicules. Il y a de l'innovation partout. On peut même faire de l'innovation politique. On peut faire de l'innovation dans notre système de santé. Donc, on parle de l'innovation. Les médecins qui peuvent intervenir à Zionoula, tout en étant, Zionoula même c'est une ville, mais Pekeka, on va dire un village, et qui sont assis à Abidjan ici, qui sont des spécialistes. Il y a un médecin localement qui l'oriente. Ça existe déjà. Mais est-ce que c'est fait à grande échelle? Le Rwanda l'a fait. Au Rwanda, ils envoient même des drones pour livrer les médicaments. Alors la Côte d'Ivoire peut arriver à se dire, il y a de l'innovation à faire. On veut ouvrir les chakras des jeunes Ivoiriens. Parce que c'est eux qui peuvent nous amener vers ça. Les esprits frais. Il y a des drones en Côte d'Ivoire, même s'il n'y a pas il y a des drones militaires surtout. Et fait en Côte d'Ivoire qui livrent des poches de sang. La Côte d'Ivoire dit? La Côte d'Ivoire a des drones qui livrent des poches de sang. Oui, c'est une information. C'est un début. C'est un début. Mais ce n'est pas assez. Nous, on ne dit pas que tout ce qui est fait actuellement n'est pas bon. Juste compléter. Allez-y, Jacob est ici. J'aime bien votre dynamique. Vous avez parlé de rapide. Vous l'avez dit au moins 5 fois. Oui. J'ai l'impression que vous voulez créer des professionnels fast-food, des générations chap-chap. Et dans ce que vous dites, par moment, je peux me tromper, mais j'ai l'impression que vous banalisez la recherche. Parce que vous avez dit tout à l'heure qu'un vendeur infirmier, je crois, a beaucoup plus d'argent. Vous voyez, n'évaluons pas le niveau d'apport dans une société à ce qu'on gagne, même si c'est vrai qu'on parle économie. Vous avez parlé tout à l'heure du secteur informel. Vous dites que vous voulez formaliser le secteur informel. Est-ce que vous avez défini les causes? Qu'est-ce qui justifie le fait qu'il y ait autant de personnes dans l'informel? Je vous donne un exemple simple. Lorsque jeune Ivoirien, je veux investir, j'ai 2 problèmes. Le premier problème, c'est d'avoir un magasin avec les parts de porte qui sont vraiment graves. Je n'ai pas les moyens. Et même si j'ai les moyens, j'ai le magasin. Demain, on vient, on casse mon magasin.
et je me retrouve entre la Rivera 2 et 9 kilos, ou même après barrage. Je suis dans l'informel. Vous savez qui m'a mis dans l'informel? C'est l'État. Donc vous, concrètement, quand vous venez au pouvoir, qu'est-ce que vous faites? Parce qu'il faut pouvoir allier assainissement et développement, économie et employabilité. Qu'est-ce que vous vous proposez concrètement? Et je termine, parce que le secteur formel dont vous parlez là, il y a tellement de transferts de capitaux à l'étranger que je pense qu'il faut s'inquiéter. On parle des secteurs informels qu'on fustige, qui rapportent de l'argent aux individus, mais pas assez à l'État. Et on a un secteur formel qui est pourri d'investisseurs étrangers, mais qui renvoie l'argent hors du pays. Donc, on se contente de ce qu'on appelle les impositions qui sont vraiment minimes dans la chaîne en économie. On ne va pas se baser sur des impositions qui, par moment, ne sont même pas payées. C'est-à-dire, on vous donne ici 100 milliards, je dis n'importe quoi, à payer. Et parce que vous êtes une multinationale, vous avez les moyens, soit vous payez de façon échelonnée, ce n'est pas totalement mauvais, ou même du tout, vous ne payez même pas, parce que vous êtes exonéré de façon illégale. Vous voyez que tant le secteur informel est problématique, mais le secteur formel également est problématique. Donc je voudrais que vous parliez de ces deux cas. Le secteur informel, le secteur formel informel et le secteur informel lui-même. Merci. Je vais commencer par vous répondre sur le vendeur de poulet vs l'enseignant. L'idée ici était de, justement, ne pas banaliser le vendeur de poulet, mais pas de banaliser l'enseignant. Non, j'ai justement pris le cas de quelqu'un qui est respecté dans la société actuellement pour dire que l'autre gagne souvent plus que lui. Mais c'est un cas concret. Moi, je vous donne un exemple simple. Hein. J'ai été fonctionnaire, j'ai été employé dans des multinationales, mais je ne gagne pas autant que quand je suis entrepreneur. C'est pas pareil. Je vous dis, j'ai été employé dans des multinationales au Canada et aux États-Unis, et puis aujourd'hui, je suis entrepreneur, je suis plus heureux aujourd'hui qu'avant. Voilà, donc c'est juste pour dire, ce n'était pas pour banaliser. Donc si je l'ai fait, excusez-moi, mais ce n'était pas ça l'objectif. C'était de dire que les petits emplois sont capables de rapporter gros. Mais les petits emplois vivent de la recherche. C'est ce que je vous dis. Vous parlez d'agriculture, et puis vous parlez d'industrie. Je vous dis que la recherche scientifique a un sens très important dans le développement de Mais si vous avez lu notre projet de société, on dit qu'on va s'appuyer sur la recherche pour même dynamiser le domaine agricole. Oui, mais comme vous le dites, et puis vous dites on va faire fast-food. Moi, j'insiste, j'ai dit fast-food. Ah, ben là j'en viens à la formation fast-food. Donc là vous me donnez la fenêtre pour répondre à l'inspiration. D'où est partie cette inspiration-là? Prenez des pays, je ne vais pas prendre la France, parce que j'ai fait la France et le Canada, c'est deux modèles différents. Prenez le modèle canadien. Il y a ce qu'on appelle des certificats. Est-ce que vous connaissez les certificats? Oui. D'accord. Quand vous arrivez au Canada, quelle que soit la formation que vous avez faite ici, il vous est très difficile d'entrer sur le marché canadien tant que vous n'avez pas fait une formation au Canada. Donc vous allez faire un certificat qui va durer entre 3 et 12 mois, 10 mois, ça dépend de la difficulté de la formation, pour pouvoir pénétrer le marché du travail. C'est un peu le modèle de ces certificats-là dont je parle. Ce n'est pas de dire que je vais prendre quelqu'un, je vais le transformer en médecin en 3 mois. C'est de dire que si tu veux rentrer, si tu as des aptitudes et qu'aujourd'hui tu veux être aide-soignant, il faut que tu fasses minimalement quelque chose dans les 3 mois, te donner un certificat pour commencer. Ce n'est pas un diplôme d'aide-soignant, c'est un certificat. Mais ça existe. Voilà. Mais, encore une fois... Quelle sera la différence, au fait? Moi, je vous dis toujours, entre aller crescendo et puis faire des mesurettes, vous avez la réponse entre notre projet de société et ce qui se fait actuellement. Et puis moi, je n'ai pas de gêne à copier quand c'est bien fait et à l'améliorer. Notamment? Je dis, notamment quand je prends les agropoles. Les agropoles, ils existent, il y en a 9. On vous dit qu'on en fait 24 et on améliore la façon de le faire. On a copié. On est très à l'aise avec ça et puis on aimerait que le pouvoir en place nous copie même pour améliorer la Côte d'Ivoire. Nous ne sommes pas des dogmatiques. On n'est pas pour que, quand on n'est pas là, tout est noir et puis quand on est là, tout est beau. Non, nous on veut améliorer la société. Donc je réponds rapidement en disant que ce sont le modèle des certificats. Donc les certificats, c'est des diplômes bien conçus, mais c'est des diplômes rapides qui ne vous donnent pas la possibilité d'exercer tout le métier, mais une partie où on a vraiment un besoin urgent. Aujourd'hui, au Canada, avec le Covid, on a créé des formations d'infirmières en 3 mois pour pouvoir répondre à la question du Covid. Mais les infirmiers, ça ne se forme pas en 3 mois. Mais c'était les infirmiers qui sont dans un domaine précis, on les a localisés, on a même donné un nom spécifique à ça. Donc voilà un peu comment on répond à ça. Si je reviens rapidement maintenant sur les raisons de l'informel, vous avez parlé des problèmes de pas de porte haute. Mais on a répondu. Une de nos réponses, c'est de créer justement, on vous a dit qu'on va créer des pôles dans les communes. Je ne sais pas si vous avez écouté quand j'ai dit ça à ce moment-là.
on crée des pôles dans les communes. Si on fait un pilote et que ça fonctionne, ça va être généralisé. Donc, si vous arrivez dans une commune, puis je ferme un peu les yeux, j'imagine les 220 logements à l'époque, j'imagine un peu ce que vous avez mis en place. On avait le coiffeur, certains éléments, c'était des quartiers intégrés. Bon, si on prend ce modèle-là et qu'on dit, dans chaque grande zone où il y a plus de 15 000 habitants, on crée un secteur, une place qui fait X hectares ou bien X mètres carrés, et là-dedans, on met différents métiers et on les loue ça à loyer modéré, pour que les gens puissent exercer leur activité. Il n'y a pas d'histoire de pas de porte. L'État investit là-dedans, vous payez votre loyer. Est-ce que ça, ce n'est pas une opportunité? On peut même inciter le privé à créer ces zones-là, en les définissant avec un cahier des charges. Mais est-ce que vous savez qu'il y a un défaut à ce niveau? Allons-y. Je vais vous donner un exemple simple. Quand vous prenez le cas de l'Afrique du Sud, c'est le modèle parfait. Ce que vous dites là, l'Afrique du Sud, quand vous partez, par exemple, à Cape Town ou dans les grandes villes, vous allez voir que dans la cité, il y a véritablement tout, même un supermarché. Oui. Mais ce que ça crée, puisqu'on va parler de cohésion, ce que ça crée, c'est que moi, je suis obligé, pas que je suis obligé, mais je peux rester là, à ne pas bouger, puisque j'ai tout ici. Est-ce que vous pensez que, certainement vous allez répondre au bon moment, est-ce que vous pensez que ça ne va pas mettre en mal cette sociabilité entre les Ivoiriens? Quand vous dites que je suis obligé de rester là parce que j'ai tout. J'ai le coiffeur, j'ai tout, j'ai le mécano. Et vous avez votre travail là? Ça non, mais là, quand je quitte du point A au point B, le point A c'est chez moi et le point B c'est le travail. Mais plus généralement, je comprends votre point. L'idée ici, c'est de ne pas créer des ghettos et puis faire en sorte que les gens ne communiquent pas. Voilà. Mais dans notre projet de société, là, c'est une globalité, les choses sont reliées. Hein. Quand on parle de sport, on va créer des centres de sport, les gens vont socialiser. Quand on parle des quartiers intégrés aussi, aujourd'hui, vous ne pensez pas qu'il y a des ghettos? Il y a des gens qui sont dans la maison qui communiquent avec personne. Parce qu'il n'y a rien dans la société. Actuellement, à ce que vous dites même, je pourrais répondre de façon inversée à votre préoccupation en disant, mais aujourd'hui, on est déjà dans des ghettos. Avant, là, quand on est dans notre quartier, on connaissait le voisin d'en face, on criait, on jouait, après en dessous, on avait le coiffeur à côté. On n'a pas tout ça. Donc peut-être même qu'on va se socialiser entre nous, là, dans le quartier déjà. Et qu'aujourd'hui, quand on va dans d'autres quartiers, c'est juste pour travailler et on revient. Donc, effectivement, il y a des choses à surveiller. Tout changement vient avec des zones d'ombre et des choses à surveiller. Sinon, on va dans l'aberration. Revenons sur les formels. Il n'a pas répondu. On n'a pas... J'ai pas répondu à quoi? Informel, secteur formel, les transferts des capitaux. Les transferts des capitaux? Bon, je vous dis, le secteur formel que nous avons. Ah oui, les transferts des capitaux à l'étranger. Oui, à l'étranger. Mais là, on a répondu quand on a parlé du modèle Djoula, qui est une grande inspiration que nous, on a utilisée. Ça, c'est un constat. Oui, c'est un constat, justement. Vous dites, on a pris le temps de faire le diagnostic au passage. Et là, nous, on a repéré les différentes zones. Alors, quand on dit, par exemple, qu'on va formaliser et puis financer les jeunes Ivoiriens qui s'installent là-dedans, de façon stratégique, c'est de reprendre en griffe notre souveraineté sur certains métiers. Vous n'avez même pas parlé des banques. Oui. Vous allez investir sans les banques. On dit qu'on pousse le privé à faire l'investissement. Bien. Où là, le privé ne va pas. Pousser comment? Par exemple, les banques. Merci, Jacques. Vous prenez des prêts. Merci bien. Allez-y, Michel Betta, rapidement. Moi, je vais revenir sur les valeurs. Bien, on va aller rapidement, on n'a que 5 minutes pour terminer. De transfert de capitaux, c'est qu'il y a un taux qui est indiqué. Oui. Comment dire, les multinationales ne transfèrent pas comme elles non, veulent. Ça échappe. Non, ça échappe au contrôle, justement. C'est ça qu'on parle. Quand on parle des transferts de capitaux, là où il y a le risque, ce n'est pas ce qui sort et qui est contrôlé, mais ce qui sort et qui échappe. C'est l'informel. Oui, mais tout ça, là, c'est des questions qu'on peut résoudre. Prenez le cas des Libanais. Non, on ne peut pas accuser des gens. Voilà. Tu ne sais pas comment ça se fait. Je disais, moi, je voulais revenir aux valeurs. Vous savez, quand on parle d'emploi, on parle de soft skills, c'est-à-dire que tes capacités en tout genre. Donc, quand on parle de capacité, comme on parlait de docteur qui peut devenir mécanicien, c'est-à-dire qu'il faut que ces mentalités-là aussi gagnent nos populations, sans gêne. C'est-à-dire qu'il ne faut pas aujourd'hui, on va se laisser happer par ce qu'on a acquis, mais ce qu'on est capable de faire. Il faut qu'on ne se gêne pas. C'est pourquoi je suis d'accord avec lui quand il parle de valeurs, parce que c'est une des valeurs qui doit aussi nous habiter. C'est-à-dire tu peux être médecin et puis avoir un garage où tu travailles, ça ne gênerait pas. Ça ne faut pas te voir diminuer. Il ne faut pas qu'en matière d'emploi, quelqu'un se voie diminuer parce que son emploi, il estime que c'est salissant et autres. Il faut que ce soit au niveau de notre approche psychologique. Il faut qu'on puisse intégrer ça dans notre création d'emploi. Et je vais finir peut-être là pour dire qu'aujourd'hui, nous sommes
tous face à un défi. Parce que l'échec de la jeunesse, c'est notre échec. C'est nous qui avons dévancé les autres. Si nous avons atteint 50 ans et que ceux qui viennent à 30 ans n'ont pas d'emploi, c'est que qu'est-ce que nous avons fait de notre pays? Et là, moi, je pense que la question doit intégrer tout le monde. Les jeunes doivent se poser la question, qu'est-ce qu'eux-mêmes ils font pour l'emploi? Parce que, comme on le disait Kennedy, il ne faut pas que quelqu'un va se demander qu'est-ce que l'État fait pour moi, mais qu'est-ce que moi-même je fais pour mon pays? Qu'est-ce que j'apporte? Donc, chacun, on est dans un système, et je le dis dans mon livre, Le crépuscule de l'État employeur, où chaque entité est appelée à apporter sa pierre à l'édifice d'une nation où le travail n'est pas une exception, c'est une norme. Voilà, parce que travailler, c'est pas tu n'as rien fait de miraculeux parce que tu dois travailler. Et tu dois travailler de sorte que tu puisses te prendre en charge et être capable d'assumer tes responsabilités sociales. Donc, un peu, c'est sur ce que je voulais attirer ma prise de parole. Juste une question. Allez-y, ça sera la dernière question. Monsieur Traoré, je vous ai entendu beaucoup citer le Canada et vous faites beaucoup les allers-retours. Je vous donne les nouvelles du pays. Ici, il y a la drogue qui sévit. Elle consume, elle ravage la jeunesse. Non, mais sa présidente est ici. C'est lui qui vient du Canada. Avec le Kadhafi, la drogue et autres, vraiment, elle décime dans les écoles et autres. Qu'est-ce que vous prévoyez pour faire face à ce fléau-là qui est en train de tuer à petit feu ce qui constitue l'avenir de demain? Dernière question. On a la diaspora ivoirienne avec de la compétence, expertise reconnue. Qu'est-ce que le MDC prévoit pour ces Ivoiriens-là qui sont hors d'ici, qui souhaitent entrer, intégrer le marché de l'emploi, entreprendre? Qu'est-ce que vous leur proposez? Qu'est-ce que vous permettez de mettre en place en termes de facilité pour leur permettre de s'installer, de créer aussi de l'emploi? Ce sont mes deux questions. Alors, pour la première question, au niveau de la drogue, il faut répondre au niveau on va dire des déviances. La drogue, c'est un effet, mais il y en a d'autres. Mais au niveau, il y a l'alcool. L'alcool au niveau des écoles. La prostitution qui est intégrée également dans... L'alcool proche des écoles, l'alcool au niveau des écoles, dans l'école. On est encore en train de parler de valeurs. Je suis désolé là, mais on revient encore à ça. Parce que c'est pour ça qu'on pense que c'est central et qu'on doit le poser dans notre projet de société. Ce qu'on veut, c'est faire de l'éducation là où on peut encore changer les choses. Moi, vous avez beau m'éduquer, j'ai des défauts qui sont devenus maintenant intrinsèques, c'est la coercition qui va régler mon problème. Mais mon enfant de 10 ans ou mon enfant de 15 ans, on peut encore travailler sur lui. Donc, à l'école, il faut qu'on intègre dans les programmes de l'éducation. Il faut que la partie, comment je peux appeler ça, civique, soit accentuée par rapport à ce qu'on a aujourd'hui. À côté de ça, il faut répondre à la question au niveau santé. Il faut qu'on adresse, il faut qu'on accepte. Parce que pour changer quelque chose, il faut accepter l'état actuel. En Côte d'Ivoire, on a un problème de drogue, on a un problème de consommation de produits dans nos établissements. Il faut que l'État accepte ça. Parce que quand ce n'est pas encore accepté, c'est difficile de prendre des mesures radicales. Et à ce moment-là, on va faire beaucoup de sensibilisation, mais de la coercition aussi autour des établissements, incluant la police, les différents éléments et de l'investigation pour trouver les gens qui sont en train de polluer nos enfants et de les tuer à petit feu. Donc, il y a une réponse éducative, il y a une réponse de coercition et il y a une réponse médicale, parce qu'il faut des psychologues. Quand vous êtes affecté par la drogue, quand vous parlez d'étrangers, mais aux États-Unis, l'héroïne est en train de détruire les États-Unis. Donc les gens, ce n'est pas juste ici, mais là-bas, ça consume des gens. Au point que les Américains vont sur les côtes vénézuéliennes, je ne sais pas si c'est vraiment l'objectif, mais pour aller lutter contre la drogue là-bas, pour éviter de tuer les Américains. Donc il faut attaquer ce point-là sur 3 axes. Voilà comment je répondrai à votre question. Bien. S'agissant de la diaspora, je suis vraiment heureux que vous me posiez cette question-là parce que c'est difficile souvent à placer la diaspora quand on communique. Moi, je suis de la diaspora. Je suis un exemple d'un Ivoirien qui travaillait et qui est rentré dans son pays. J'ai commencé par faire le parcours officiel. Il y a une direction des Ivoiriens de l'étranger. Donc, normalement, cette direction des Ivoiriens de l'étranger-là est censée être l'organe qui s'occupe de nous, les Ivoiriens, qui sommes à l'étranger, qui voulons rentrer au pays. Dans ces Ivoiriens-là, il y a 2 franges. Il y en a plusieurs, mais je vais généraliser rapidement pour répondre. Rapidement, 1 minute. Oui, il y a les étudiants que la Côte d'Ivoire, à qui la Côte d'Ivoire a donné des bourses. J'en suis un. Moi, je suis un boursier de l'enseignement technique ivoirien. Je ne suis pas un enfant de riche. C'est l'enseignement technique ivoirien qui m'a amené à l'étranger. J'ai fait mon école polytechnique en France. Je suis allé au Canada, j'ai travaillé. Mais c'est la Côte d'Ivoire qui m'a formé à la base. On ne m'a jamais demandé de rentrer au pays. On ne m'a même pas proposé un plan. Donc, on dilapide de l'argent. Vous savez ce que ça coûte un étudiant étranger de la Côte d'Ivoire?
on monte souvent jusqu'à 400-500 000 francs CFA par mois, par étudiant. Alors, il n'y a rien qui est prévu pour amener cela. Les Chinois obligeaient les étudiants à rentrer au pays. D'ailleurs, c'est comme ça qu'ils ont capté les connaissances de l'étranger. Donc, nous allons mettre un plan en place qui permet d'abord, ces étudiants étrangers-là, de les faire revenir en Côte d'Ivoire, ceux sur lesquels on a investi. Et pour les autres, nous voulons créer un fonds d'investissement à la diaspora. Vous avez dit c'est paradoxal, mais c'est pour qu'eux puissent investir là où ils veulent de façon pointée dans le pays. On choisira des domaines spécifiques. Maintenant, pour eux, la diaspora veut souvent construire, acheter des terrains, des choses comme ça en Côte d'Ivoire. Et bien, cette direction des Ivoiriens de l'étranger, là, ou une autre qu'on créera, parce que l'idée, ce n'est pas juste créer des choses, s'occupera de les aider à rentrer à travers, les aider à obtenir les terrains, les maisons, les crédits. Est-ce que vous savez qu'aujourd'hui, 6 mois, même si je gagne 6 millions de francs CFA au Canada et que je vais m'installer en Côte d'Ivoire, l'argent que je gagne là-bas ne compte pas ici. Il faut que je gagne l'argent en Côte d'Ivoire. Donc, on va créer des incitatifs et les accompagner à renforcer la direction générale des Ivoiriens. Je rappelle que vous êtes le vice-président du MGC en charge du développement durable et de l'innovation technologique. Vous êtes aussi membre de l'équipe des campagnes de Simon-Olivier Gbagbo. Merci d'être passé sur ce plateau. Merci à vous, Dr Xavier Kouadio, enseignant-chercheur, à Michel Betta, journaliste DG du quotidien Le Bélier, et puis Jacob Ekissi. Chers téléspectateurs, ce débat montre que la jeunesse a une place importante dans toute politique. Merci de nous avoir suivis. Rendez-vous lundi pour d'autres numéros d'Entre-deux News. À partir de la semaine prochaine, nous aurons bien sûr sur ce plateau des débriefings de l'émission face aux électeurs de la chaîne nationale. Que Dieu veille sur vous et sur la Côte d'Ivoire. Bonsoir. Merci.